Bonsoir, bienvenue à tous à cette table ronde en live sur le thème de l'écologie populaire et de la pédagogie sociale, qui est organisée par Alternatiba ANV Rhône. Je vais commencer par vous présenter rapidement notre collectif si jamais vous ne le connaissez pas. Nous sommes un collectif de citoyens qui luttent pour la justice climatique et sociale. Et donc, quand on présente notre collectif, on a l'habitude de dire qu'on marche sur deux jambes, celle des alternatives et celle de la résistance. Les alternatives, ça peut passer par plusieurs actions, comme par exemple l'organisation de villages des alternatives, dans lequel on montre que les alternatives au système actuel existent déjà, mais ça peut être aussi des choses locales et ponctuelles, comme l'organisation de fripes parfois le week-end. Et la branche des résistances, c'est la branche par laquelle on va organiser des actions non violentes, comme par exemple la campagne de décrocheur de portraits de Macron, qui est encore d'actualité parce qu'on a un de nos militants qui passe en procès demain parce qu'il est décrocheur. Voilà. Notre collectif, c'est aussi un lieu autogéré à Lyon qui existe depuis 2016 et qui s'appelle l'Alternative Bar, Maison des Alternatives, et qui est un lieu très important pour nous parce qu'il nous permet de recevoir différents acteurs et actrices de Lyon et des environs. On y fait par exemple une AMAP, c'est là qu'on peut organiser des formations, des tables rondes, etc. Actuellement, malheureusement, ce lieu on ne peut pas l'exploiter comme on voudrait avec la situation sanitaire. C'est pour ça qu'on organise le cycle de programmation Faut qu'on s'évade, qui a commencé pendant le confinement et qu'on continue par des lives en ce moment, tant qu'on a le couvre-feu qui nous empêche d'organiser des choses sur place. Voilà. Et donc, je laisse la parole à Rosalie, qui va expliquer justement le lien entre notre collectif et la thématique de la table ronde de ce soir. Donc, on se retrouve ce soir pour parler d'écologie populaire à travers des expérimentations éducatives. Comme on le sait, depuis 2014 en France, nombreux sont ceux qui se mobilisent pour le climat, notamment à l'occasion des marches climat. Donc, ça peut être des étudiants et des étudiantes, des familles, des retraités. Sauf que si on pourrait croire que ces marches climat mobilisent tout le monde, des études sociologiques ont été faites qui montrent que globalement, la population des marches climat se ressemble. C'est-à-dire que il y a principalement des personnes plutôt non racisées, plutôt de classe moyenne, plutôt de gauche aussi. Et donc, pas de tout âge, pas de tout genre, pas de toute classe sociale. Pourtant, les catastrophes environnementales touchent tout le monde et d'autant plus les personnes marginalisées, car pauvres, femmes, LGBTQIA+, ou âgées, ou tout ça. Donc, en fait, on se retrouve face à un problème qui est que la lutte écologique en France, aujourd'hui, est réservée particulièrement aux classes moyennes. Et suite à ce constat, nous avons créé au sein du collectif un groupe d'écologie populaire que je vais te laisser décrire, du coup, Caroline, si tu le veux bien. Oui, alors ce groupe de travail écologie populaire, il a été lancé cette année en septembre 2020. Et comme l'expliquait Rosalie, il est parti du constat que les catégories sociales représentées dans le mouvement climat étaient plutôt les classes moyennes. Et donc, nous, notre objectif, c'était de mettre en mouvement de nouveaux secteurs de population, dont les catégories dites plutôt populaires, celles vivant dans les quartiers populaires. Le but étant que eux aussi se sentent concernés par les revendications écosociales. Dans ce groupe, pour faire émerger des revendications, on s'est dit qu'on allait partir des besoins matériels et immédiats des personnes qui vivent dans ces quartiers populaires. Et pour faire ça, on s'appuie sur des méthodes comme celle du community organizing, où le but, c'est d'aller sur le terrain, vraiment dans les quartiers, à la rencontre des personnes pour essayer de faire remonter des revendications qui les concernent directement et à partir de ça, les amener à nous rejoindre dans nos revendications écosociales. Voilà. Rosalie, je te laisse la parole pour la suite.
Et donc, ce soir, il va s'agir de proposer une manière, parmi tant d'autres, pour développer une lutte écologique plus populaire et sociale à travers ici les outils de la pédagogie sociale. On va se poser la question de comment mobiliser des pensées d'écologie critique dans une pratique sociale. Pour cela, on va d'abord décrire ce qu'est la pédagogie sociale, pour ensuite relever comment l'écologie populaire s'inscrit dans les méthodes de la pédagogie sociale. Pour répondre à tout ça, nous avons invité ce soir Charles et Erwan de Bric-à-Brac, de l'espace éducatif Bric-à-Brac, qui est une structure associative en pédagogie freinée et sociale à Marseille, et Josiane, qui est la fondatrice de l'association d'accueil inconditionnel, libre et gratuit d'enfants à Saint-Étienne, qui s'appelle Terrain d'entente. Je vais vous laisser vous présenter. Erwan, tu peux commencer, vous présenter davantage, vous, ce que vous faites dans l'association et votre association en question. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis éducateur enseignant. Charles est éducateur enseignant aussi. On insiste sur le terme et j'y reviendrai. On a créé l'association en décembre 2014. On a ouvert l'école Bric-à-Brac en septembre 2015. Notre projet, c'est pas de faire une école, c'est d'ouvrir un espace éducatif, des espaces éducatifs dans lequel il y aurait un accueil en permanence. Donc ça, c'est notre projet lointain auquel on n'est pas parvenu encore, dans lequel se fusionnerait à la fois tout le temps scolaire, loisirs, et qui puisse accueillir des enfants et des familles en permanence, à la fois sur du temps de vie collective, d'organisation collective et puis d'apprentissage qui sont souvent reliés à du scolaire, mais c'est parce que nous, on enlèverait bien le mot scolaire à la fin. Donc, on s'est lancé là-dedans. L'orientation politique, elle est portée par la pédagogie freinée. Et je dis volontairement politique parce que c'est vraiment ce qui nous anime. C'est pas juste des techniques qui sont proposées de telle ou telle pédagogie, mais il y a une orientation vers l'école du peuple qui nous anime profondément. Et on a été aussi, depuis le début, en lien avec le chantier de pédagogie sociale qui est porté par, où on a retrouvé Josiane, on s'est connus là-bas aussi, porté par Laurent Haute sur Paris. Et on a continué dans cette logique-là. Donc voilà un petit peu rapidement l'orientation, le projet global. On fait ça avec pas forcément des parents. L'idée n'est pas de faire une école parentale. Ça, on est assez clair aussi avec les familles qui viennent. L'idée, c'est de faire un lieu de vie avec des personnes qui voudraient y vivre et y participer, mais c'est pas le lieu d'une domination parentale sur le projet. L'important pour nous, c'est la petite république d'enfants que l'on peut mettre en place, hein, et qui a la priorité auprès des enfants, et de l'accueil social auprès de personnes qui seraient à graviter, on va dire, autour de l'espace, hein, pour qu'ils puissent se mettre en lien avec les enfants, se ressourcer en présence des enfants. Voilà, globalement, je ne vais pas faire beaucoup plus long. S'il y a d'autres questions, on y reviendra. Si tu veux te présenter, Josiane, à ton tour. Ton micro est coupé, Josiane. Donc, je disais bonsoir. Oui, excusez-moi. Voilà, j'ai été puéricultrice de PMI pendant 20 ans et j'ai assisté à la dérive des institutions qui sont de moins en moins en capacité de répondre à la demande des personnes, de trouver des solutions aux situations de détresse et de moins en moins en capacité de faire une analyse sur l'évolution dramatique des inégalités. Donc, je me suis beaucoup inquiétée de cette dérive
Et je participais, donc Terrain d'entente existe depuis avril 2011. On fête nos 10 ans le 5 juin. On a acté la date là aujourd'hui. Voilà, on a répondu à une demande d'enfants. Je participais à un collectif qui était centré sur l'accès au droit, hein, notamment sur des familles primo-arrivantes. Et des enfants, peu à peu, venaient dans ces permanences administratives pour manifester leur ennui. Hein. Donc, c'est des enfants sur le quartier de Tarentaise. C'est un quartier qui est prioritaire de la politique de la ville et il est estimé dans les plus pauvres de Saint-Étienne. Enfin, l'objectif, c'est pas de battre des records, mais c'est de mettre en évidence qu'il y a des difficultés réelles dans certains lieux. Et on nomme ça, on nomme beaucoup la situation de ces enfants, on la nomme des enfants en situation de rue, pour mettre en évidence que c'est plutôt des mômes qui sont dans la rue après l'école, sans forcément présence adulte pour veiller sur eux, avec parfois des situations pas faciles de charge de petits frères et de petites sœurs. Donc c'est des enfants qui se disent eux-mêmes on est en galère, hein, et ils n'ont pas accès au centre de loisirs et ils ont très peu d'activités sportives, ils partent très rarement en vacances. Donc on a développé avec eux des ateliers de rue au pied des immeubles. Hein. C'est vraiment la volonté de rejoindre les personnes là où elles vivent. Et donc les objectifs, c'était vraiment d'être centré sur cette question de responsabilité collective dans l'éducation et la protection des enfants, et de voir un peu tous ensemble comment on la tient de manière effective. Et je ne sais pas si je pourrais dire des choses aussi, si je pourrais en dire plus longuement encore maintenant. Il y a vraiment cette volonté de se mobiliser tous ensemble avec les habitants, avec les personnes qui sont concernées par des difficultés ou qui ont envie de certaines choses et qui peuvent pas les réaliser seuls. Donc, de créer une force collective pour mettre en route des choses. Voilà, donc on est une toute petite équipe, hein, c'est des situations souvent très précaires, hein, ces situations qu'on cherche à développer dans différents espaces. Donc on est aujourd'hui une équipe avec 2 salariés, bientôt 3, pas mal de bénévoles, hein, pas mal d'habitants du quartier, de parents, de pères qui viennent taper dans le ballon, de mères qui se mobilisent pour construire des actions collectives. Donc, c'est toute une dynamique qui se met en route et qui est très évolutive et qui reste constamment précaire et fragile. Je ne sais pas s'il faut rajouter plus. Merci, Josiane. Alors du coup, Erwan, tu nous disais que dans l'espace Bric-à-Brac, vous êtes 2 enseignants et éducateurs. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui gravitent autour de cette association? Si Charles, tu veux te présenter et répondre à cette question. Bonsoir. Moi, je travaille aux espaces éducatifs pour la 3e année cette année. Concernant les personnes qui naviguent autour de la vie associative, on a d'abord un petit groupe de 6 personnes qui forment le conseil de fonctionnement. C'est notre conseil d'administration qui gère les affaires courantes et les décisions et le suivi administratif, établissement des fiches de paye, etc. Comme Erwan l'a dit, on a aussi des personnes adultes qui gravitent autour de ce qu'on peut faire avec les enfants et avec qui on vit de manière quotidienne et qu'on accompagne aussi dans la vie et dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et après, plus ponctuellement, on a aussi des adultes qui viennent nous soutenir sur un temps de bricolage, sur un suivi sur des dossiers de subvention, sur la mise en place du site internet ou les difficultés qu'on peut rencontrer à l'administrer, ce genre de choses. Et alors toi, Josiane, tu disais que des papas venaient taper dans le ballon et que des femmes se mobilisaient. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Quel rôle ont les familles dans l'accompagnement que vous avez auprès des enfants? C'est vraiment l'objectif essentiel, c'est de tenter de construire une communauté éducative autour des enfants et de s'organiser pour construire des choses pour régler des problèmes concrets et pour construire, pour transformer un peu ce milieu qui parfois
a besoin d'oxygène. Donc, la chance qu'on a, c'est vrai que ça, donc comme je disais, hein, on existe depuis 10 ans, donc on a pu peu à peu faire connaissance et mettre en évidence des envies, des attentes. On est aussi beaucoup soutenu par tout un tas de petites structures qui permettent qu'on ouvre ensemble des espaces, notamment autour du sport, de la culture, différentes choses qui correspondent vraiment à des besoins et des envies et qui nous permettent peu à peu que les choses se croisent. Ce qu'on a ressenti très rapidement, c'est pour beaucoup d'habitants une expression de sentiment d'enfermement sur le territoire et vraiment une aspiration à sortir de cet enfermement. Et ce qu'on sent de très précieux à développer de plus en plus, c'est de sortir de nos cloisonnements, parce qu'on est tous centrés sur plein de préoccupations, mais les uns à côté des autres. Et en fait, on se rend compte peu à peu que c'est des préoccupations très très communes. Hein, vous l'évoquiez au tout début, hein, sur l'environnement, sur plein de questions de société. On est tous concernés et on a énormément de mal aujourd'hui à le tenir tous ensemble. Et on sent qu'il y a une réelle aspiration, mais une grande difficulté à se rencontrer, à trouver des opportunités pour faire des choses ensemble. Et je sens qu'aujourd'hui, je pense que c'est très bienvenu là votre proposition de ce soir, parce que je sens que de plus en plus il y a des attentes de tous les côtés, avec des difficultés pour que ça puisse se réaliser, c'est-à-dire qu'on trouve des lieux où on va se rencontrer, où on va se parler, alors que souvent quand on y arrive, on se rend compte que oui, on est juste dans un même espace, dans un même territoire donné, avec des réalités qu'on partage, avec des réalités qu'on subit pas de la même façon, mais en tout cas qu'on peut avec l'idée qu'on peut vraiment développer des choses qui nous concernent tous ensemble, notamment l'éducation des enfants. Alors ça, c'est le creuset. Et puis toutes les questions autour de la santé, de l'environnement, de sortir du territoire, d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe et comment on y vit. C'est une envie de tout un chacun en fait. Donc réaliser que voilà, on occupe un territoire avec plein de préoccupations très semblables. Eh ben, merci à vous pour la présentation de vos structures. On voit que vous avez des structures quand même assez distinctes, l'une étant une école ou un espace éducatif, comme tu l'as dit, Erwan, et l'autre étant plutôt là pour intervenir lorsque les enfants sont justement en dehors de l'école. Mais on voit que vous avez quand même des préoccupations communes, dont celle autour de l'éducation des enfants, et aussi une approche commune auprès des enfants et des familles, qui est celle de la pédagogie sociale dont on veut parler ce soir. Mais alors, notre prochaine question, ce serait justement, qu'est-ce que c'est que cette pédagogie sociale? Est-ce que vous pouvez nous la définir et nous parler un peu des outils de la pédagogie sociale qui sont utilisés pour initier les projets? Je vous laisse choisir qui commence à nous répondre à cette question. Bon, bah, je me lance alors. Allons-y. Mais Josiane aurait pu démarrer. Hein. Tu me laisses des choses difficiles. Tu reprends, Josiane, après moi. Bon, nous, ce qu'on en retient, nous, par rapport à ce qu'on fait, la pédagogie sociale, parce qu'il y a des définitions qui peuvent être reprises et à plusieurs endroits. Moi, j'ai toujours eu du mal à trouver une place là-dedans, parce que à chaque fois, la pédagogie sociale, je l'ai vue posée et définie par des acteurs comme Josiane, comme Laurent Haute, qui sont dans de l'action de rue et donc qui définissent, par exemple, quelque chose comme l'inconditionnalité de l'accès. Nous, on tombe pas très bien parce que déjà, on met plein de conditions pour accéder chez nous, parce que l'entrée dans l'école, ben, elle est conditionnée. Puisqu'on se met une limite de nombre, parce qu'on fait payer, et même si c'est une tendance à pas faire payer très cher, parce qu'on veut être proche du social justement et de revenir au plus près d'un service public, même privé, on est quand même dans cet écart-là par rapport à une action de rue, où si j'étais en action de rue, ben, je reprendrais les mêmes termes et je dirais, ben, oui, c'est inconditionnel. Dans la même... Par contre, les éléments que je retrouve et que j'ai retrouvés dans lesquels on défend notre position de pédagogue social, c'est ce que j'ai vu dans les bouquins de Elena Radlinska,
repris par d'autres auteurs qui avaient traduit. Et grosso modo, c'est tout ce qui renvoie à une pédagogie de l'action. On est ancré là-dedans. Une transformation personnelle et sociale. Donc, nous, on voit de la transformation à la fois des individus, enfants, mais de leur famille et de nos acteurs adultes qui sont autour, qui participent. Et ça, on les voit se bouger et on voit notre tissu social et notre milieu social dans lequel on est qui se transforme. Et là, on est dans cet axe de Rawlinska. Une pédagogie de l'individuation. Ce que j'appelle l'individuation, moi, c'est le fait qu'on n'est pas dans un collectivisme. Ce n'est pas l'ensemble du collectif qui oblige l'ensemble des individus à agir, mais il y a un va-et-vient entre une primauté de l'individu et du collectif. Les deux se nourrissent. Donc, on est vraiment dans une attention et une intention, ça c'est des éléments importants pour nous, entre individu et collectif, et cette nourriture. Pour nous, c'est cette base de définition qu'il y a. Et à partir de ça, eh ben, il en découle un certain nombre de choses que l'on va retrouver, que j'ai pu constater aussi, sur le peu que j'ai vu des activités directement dans la rue et en bas des tours. C'est-à-dire qu'on apprend du milieu où on est. On s'installe dans un lieu, nous on est installé dans un lieu, mais notre espace, il est au milieu d'une autre infrastructure. C'est-à-dire qu'il y a d'autres associations qui vivent autour, il y a des jardiniers, il y a un pasteur qui vit là, parce qu'on est au milieu d'un parc qui est tenu par une paroisse protestante. Le hasard a fait qu'on s'est retrouvé là, mais on s'y sent bien. Ça fait partie, l'intérêt pour le milieu et faire avec ce qui se passe dans ce milieu et accepter les transformations, les contraintes qui nous amènent, c'est pour le transformer aussi. Ça, c'est un des éléments importants. Le va-et-vient entre l'ordre et le désordre. C'est-à-dire qu'on a des structures très, très construites, très structurées, mais pour quelqu'un qui passe comme ça, c'est une ruche qui serait toute désordonnée, puisque ça va, ça vient, ça bouge dans tous les sens, on ne comprend pas toujours très très bien ce qui se passe. Or, chaque chose est ordonnée et mise à sa place, il y a des espaces prévus pour telle ou telle activité, mais les enfants, eux, bougent, vont, viennent, se transforment, et on est un peu à l'affût de ce que disait un autre pédagogue qui, lui, a travaillé essentiellement en école. C'est l'histoire de la pédagogie de la mouche de Bernard Collot, et qui raconte pour moi la pédagogie sociale sur cet aspect-là de l'ordre du désordre et de l'incertitude. C'est-à-dire qu'on va saisir ce qui se passe, les événements, ce qu'apportent les enfants ou les adultes qui arrivent, et à partir de ça, on construit, on tisse un fil. Nous, on l'appelle le rhizome. C'est le rhizome au sens philosophique aussi des 1000 plateaux que l'on peut rencontrer. On a une organisation et une coordination qui est très très forte liée aux travailleurs, aux pédagogues sociaux qui sont là et qui ont une importance forte parce qu'ils sont dans l'éternel couple intention et attention. Ça, c'est des choses qu'on retrouve aussi en pédagogie de rue, dans la définition de pédagogie sociale qu'on peut retrouver, où nous, on se retrouve aussi là-dedans. C'est une pédagogie du milieu. Ce que je disais un petit peu tout à l'heure en reprenant les définitions, on s'y rattache. Et puis, nous, on y ajoute ce que disaient les Straub dans un petit film, les réalisateurs, ils appelaient ça rachacher, le rachachage. Donc, on répète et on bouleverse, et on répète et on bouleverse, et on reprend des choses qui sont assez ritualisées, qui seraient installer encore des espaces. Et en même temps, à chaque fois, il va se passer quelque chose de nouveau. Donc, on accepte à la fois cette incertitude et une espèce de réinstallation qui se remet en place. C'est aussi une pédagogie de la responsabilité. Donc, on rend responsable aussi beaucoup plus les acteurs. Ils sont moins passifs. Les acteurs étant moins passifs, deviennent réellement auteurs. Les enfants ont une responsabilité qu'on leur donne beaucoup moins dans d'autres structures. La même chose, ce que j'ai vu en installant des ateliers de rue, eh ben, ils ont une responsabilité dans ce qu'ils proposent et on va se retrouver là-dedans dans ce qu'on organise, les assemblées. Les assemblées qu'on retrouve à chaque fois aussi en pédagogie sociale, c'est le temps où on décide, où on propose, où on expose les conflits et on essaye de les régler et on prend les responsabilités pour l'organisation de la séance suivante ou de la rencontre suivante. Donc, c'est un travail en praxis. On est en permanence en requestionnement et en
en agissement, tout en agissant, on est en réflexion, on est en recherche et action. Il y a toujours ces éléments-là qui avancent. Donc voilà, j'ai essayé de faire un tour avec la spécificité un peu de notre l'aspect inconditionnel, et nous, on est plutôt dans une condition, mais le reste, on se retrouve quand même beaucoup avec des définitions de la pédagogie sociale que j'ai pu lire et entendre parmi les acteurs de rue qui sont les plus proches de cette pédagogie sociale. Josiane. Oui, je me réveille un peu. Merci, Erwan. Non, c'était. Je me retrouve bien dans tout ce que tu as pu soulever. J'aime bien, c'est Laurent qui dit, c'est une pédagogie de l'urgence sociale. Et je pense qu'effectivement, il faut vraiment nommer les choses telles qu'elles se présentent aujourd'hui. C'est vraiment la volonté d'aller à la rencontre de ceux qu'on voit plus nulle part et qu'on arrive même à oublier, qui n'existent plus sur l'espace de la citoyenneté et de la société. Donc moi j'aime bien cette idée on est au pied des immeubles, là où vivent les gens, et on occupe l'espace public, on offre un temps de présence avec, comme soulignait Erwan, effectivement il y a cette intentionnalité d'aller vers, de faire cette démarche, et puis il y a vraiment cette volonté de comprendre comment on vit ici et maintenant, comment ça se passe, comment les relations se construisent, quelles sont les préoccupations, quelles sont la façon de construire les relations. Donc, on se rend compte de différentes choses. Il y a effectivement la difficulté d'une évolution assez tragique de la précarité. Avec moi, depuis 10 ans, il y a certaines familles que je connais et que je vois chuter, avec des problèmes de santé importants, avec des histoires financières qui non seulement qui arrivent pas à trouver des solutions, mais qui s'aggravent. Donc ça, c'est une préoccupation et une usure du quotidien permanente, avec des gens qui sont en risque après de renoncer, faire valoir des droits et de renoncer à leur propre devenir. Donc il y a vraiment cette difficulté, cette urgence, et puis il y a aussi toute cette façon de savoir construire les choses, cette richesse et cette vitalité de pouvoir s'organiser, cette façon de s'entraider. Moi, j'ai participé à beaucoup de temps autour des deuils, autour des naissances, autour des maladies, où il y a une entraide mais phénoménale. Donc voilà, il y a tous ces paradoxes, et je pense que notre présence permet de les nommer et de les identifier et de les comprendre. Et j'aime bien cette notion aussi, voilà, d'apprendre et de comprendre de son milieu et de sortir c'était Guillaume Sabin qui parle de particules fines, de sortir de ces évidences, de tout ce qui va de soi, de tout ce qu'on a l'impression de savoir et de bien connaître, notamment autour de l'éducation des enfants. Moi, j'ai beaucoup réalisé la richesse du collectif pour des gamins. C'est effectivement, on a un papa, une maman, et puis Dieu merci, il y a plein d'autres choses autour de nous qui nous permettent de nous construire, de nous épanouir, et ensemble, effectivement, ça peut donner un gamin qui peut aller très bien avec une réalité qui est pas forcément facile dans son quotidien. Donc j'aime bien aussi cette notion d'une pédagogie du faire. Freinet insistait énormément sur oui, on peut avoir plein d'intentions, sur on a envie que tout le monde soit heureux et que tout le monde s'épanouisse, mais comment on fait? Donc on n'arrête pas de mettre en route des choses, de tâtonner, de bricoler, de sentir que c'est pas exactement ce qu'il aurait fallu faire, et puis c'est complètement évolutif. On peut pas imaginer qu'on mène à bien un projet qu'on aurait décidé. L'intérêt de cette pédagogie, c'est de chaque fois se laisser surprendre et de se dire effectivement, on a prévu quelque chose, c'est pas du tout ce qui va se passer. Moi, j'aime beaucoup le côté très vivant de nos rencontres. On a un café des femmes qui existe depuis pas mal d'années. Et là, on est vraiment dans l'inconditionnalité. On vient, on part quand on veut. Donc, on démarre, on est 3-4, et puis on arrive à finir parfois à 20 personnes. Et c'est un petit bazar organisé. On entame un sujet, et puis quelqu'un arrive avec une préoccupation, accompagné d'une personne qui aurait vraiment besoin qu'on la soutienne dans ses démarches administratives, et ça va être ça le temps du café des femmes. Ou alors on a prévu d'organiser quelque chose, et puis celle qui était très partie prenante, on la verra pas de 3-4 semaines, et puis du coup les autres vont reprendre le flambeau. Ça sera pas exactement comme ça qu'on avait prévu les choses. Et ça, c'est très chouette de se rendre compte que quand on sort de ce contrôle et de cette maîtrise des événements,
eh bien, on se rend compte qu'il apparaît quelque chose de totalement imprévisible, mais de vraiment riche et d'intéressant à vivre. Si j'ai 5 minutes, je voudrais donner, est-ce que j'ai 2 petites minutes encore? Oui, parce que je trouve que ça m'avait éclairé sur des choses, sur une très chouette dimension là de cette façon d'être obligé. Les personnes disent beaucoup, nous les galères, c'est tous les jours, et on sait. Et on avait eu l'opportunité de pouvoir mettre en route un salon de thé éphémère dans le cadre de la Biennale du Design. À Saint-Étienne, il y a la Biennale tous les 2 ans. C'est un énorme événement. Alors nous, c'était pas forcément un espace qu'on aurait souhaité investir. Et puis on a eu une opportunité. Plusieurs d'entre nous auraient pu tenir des salons de thé, avaient toutes les compétences pour mettre en place des choses. Et puis financièrement, c'était juste inimaginable. Donc, on nous avait mis à disposition une jolie boutique, et pendant 1 mois, on devait servir le thé et animer une rue de Saint-Étienne. Donc, on était mort de trouille en se disant, on est repéré de toute façon, on saura que c'est des familles de Tarentaise, donc on risque d'être en difficulté par rapport à cet a priori sur les familles de Tarentaise. Et le premier jour, on a eu le coup de la panne d'électricité. On n'avait plus d'électricité, donc plus de lumière. Et ce que j'ai trouvé fabuleux, moi j'essayais juste de joindre le propriétaire parce qu'on n'avait pas accès au compteur. Et chacune d'entre elles est allée voir un autre commerçant pour trouver de l'eau chaude, une autre est allée faire du café chez elle, une autre est allée chercher des bougies. Et en l'espace d'1 heure, on avait réglé le problème. Et c'est ça que je trouve vraiment riche, de sentir qu'à un moment donné, comme tu disais, Erwan, on se sent sur une même hauteur. On n'a pas les mêmes aptitudes et moi, j'aurais peut-être plus un carnet d'adresses qui nous permet de mettre en route certains collectifs. Et puis toutes ces nanas, eh bien, elles ont cette détermination de se dire, il y a un problème, il n'y a pas le choix, faut le régler. Et je trouve que ça, c'est une puissance au niveau d'un collectif. Et je me rends compte qu'avec cette détermination-là, les choses sont rudes, mais l'avancée, elle est permanente. Alors, on retombe beaucoup, mais on se relève en se disant, il y a un problème à régler et il faut le régler. Et ça, je trouve ça très, très riche dans cette société où j'ai le sentiment que parfois, face à la difficulté, comme on n'a pas toutes les solutions dans nos poches, on se dit, on peut pas tout résoudre. Et là, c'est vraiment cet espace où le problème à régler, il est souvent vital dans les familles. Et il y a cette espèce de tempérament guerrier qui fait qu'on mettra le temps qu'il faut, mais on arrivera à tenir un engagement et à créer une action qui va aboutir. Et ça, je trouve extrêmement enthousiasmant d'être à cette place-là. Voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes. C'était très intéressant. Et si j'ai l'impression que pour le résumer, on pourrait dire que vous avez relevé un peu 3 choses essentielles à la pédagogie sociale, qui sont à la fois tout ce qui est de l'ordre déjà du public auquel vous vous adressez. Donc Josiane, tu parlais de l'urgence sociale. Aussi de tout ce qui est fait à tâtons dans vos méthodes, de l'expérience et de la spontanéité que vous y mettez. Et aussi toute une manière de investir les lieux dans lesquels vous êtes. Tu parlais, Erwan, de la pédagogie du milieu. Et c'est donc pour ça qu'on vous a réunis ce soir pour parler d'écologie populaire. Et du coup, avant d'entamer les questions que j'ai à vous poser, il serait bien d'essayer de définir ce qu'est l'écologie populaire. En fait, moi, j'ai le sentiment que l'écologie populaire se veut plus accessible et inclusive et qu'elle mêlerait l'environnement avec aussi des difficultés économiques et sociales que les personnes rencontrent. Elle mettrait au centre beaucoup plus l'humain et la misère sociale.
Donc, par exemple, pour parler d'agriculture, d'alimentation, on parlerait aussi des agriculteurs et des agricultrices et des difficultés qu'ils rencontrent. Et du coup, je me demandais si vous aviez une idée de comment se représentent les espaces, enfin, comment les enfants se représentent les espaces dans lesquels ils sont. Donc, le terrain de parenthèse pour terrain d'entente et le jardin d'or pour votre école. Concernant les espaces et la manière dont les enfants les intègrent, nous, c'est un peu différent de ce qui peut se passer pour terrain d'entente, c'est qu'on on a une présence régulière et un espace clos qu'on a du coup investi et qu'on habite. Après, on a aussi une partie de nos espaces qui sont extérieurs. Et tout ça, en fait, les enfants se les approprient parce que assis sur un ensemble de règles de base d'usage et faisant en sorte que les choses soient assez claires et que les objets ou les espaces soient assez définis, on peut, à partir de ça, les intégrer aussi à la manière dont on va les organiser. Donc, à travers nos assemblées ou les, les choses qu'on leur... la manière dont on les associe, ils ont une possibilité de se les approprier. Il y a une partie aussi de nos espaces sur lesquels on n'est pas en permanence en surveillance, donc c'est aussi des moments et des lieux dans lesquels il y a une part d'expérimentation pour eux, et c'est aussi ça qui fait qu'ils peuvent s'approprier les choses. Ils sont souvent au courant plus vite que nous de ce qui peut changer dans un nouvel objet, quelque chose qui a été entreposé à un endroit, parce qu'ils sont en permanence en circulation et qu'ils sont pas froid aux yeux pour aller s'en saisir ou pour aller voir ce que c'est. Donc voilà, ouais, c'est assis sur un cadre général qui peut aussi évoluer. Il y a une partie des espaces dans lesquels vont les enfants. En fait, dans l'organisation qu'on a, on a un bâtiment dans lequel on fait école. Il y a une terrasse devant, une première partie extérieure qui est assez visible et qui est au même niveau que le bâtiment. Et en fait, en dessous, il y a tout un espace où ils peuvent aller en nous le signalant. Ils nous disent on va en bas. Et ça, c'est des espaces qui ont été grignotés petit à petit. En fait, petit à petit, ils sont allés plus loin. Et nous, dans une espèce de tâtonnement, il y a des choses où on les a laissés aller, des endroits où on n'avait pas forcément l'œil. Il y a d'autres endroits où on leur a dit ici, ce ne sera pas possible que vous y alliez sans nous, parce que c'est aussi des lieux qui sont en co-gestion, ou en tout cas qui peuvent être aussi les lieux, par exemple, des jardiniers. Donc, il y a tout un accès aux jardins partagés qui est pas libre pour eux. Mais effectivement, il y a des espaces qui, comme ça, petit à petit, deviennent les leurs, parce qu'ils vont aller pouvoir les expérimenter. Et nous, on les accompagne aussi là-dedans, dans cette responsabilisation de on va descendre en bas, on n'a pas forcément la vue sur eux, et puis ils vont faire en sorte que ça se passe bien. Et puis, des fois, ça rate et il y a des soucis. Et nous, on va descendre aussi, voir comment ça s'organise, est-ce qu'on peut régler les problèmes qui se sont posés. Donc, voilà, c'est un peu ça. Je ne sais pas si ça vous convient sur la question. Nous, ouais, c'est ça, quoi. Il y a vraiment une affaire d'aménagement où on essaye de les penser d'abord dans l'idée que ça leur soit accessible. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'organisation de l'espace intérieur, on a fait en sorte que les choses soient les plus clairement organisées, de ne pas ranger des trucs qui soient impossibles à prendre, parce que si tu prends, tout se casse la gueule, ou que les choses qui pourraient les intéresser soient visibles et soient pas rangées dans des boîtes opaques, que ce soit suffisamment accessible et pas trop haut pour qu'ils puissent s'en saisir.
Et puis après, il y a dans l'expérimentation et dans la vie du lieu, des choses qu'on va réagencer, des choses qu'on va améliorer, parfois sur leurs remarques ou sur leurs conseils aussi. Et c'est comme ça que ça se construit petit à petit. Merci beaucoup. Est-ce que, Josiane, tu veux dire 2 mots sur, Oui, là-dessus? je veux bien prendre la suite parce que c'est très proche finalement. Alors nous, effectivement, on occupe l'espace public, donc c'est sur le quartier, c'est derrière la médiathèque, c'est un petit terrain sympa comme tout. Donc c'est vrai qu'effectivement, c'est un accueil libre, inconditionnel et gratuit, donc les enfants viennent et partent à leur gré. Nous, on met à disposition un certain nombre de jeux qui évoluent en fonction de ce qu'on ressent, des envies qui se manifestent. Et c'est vrai que c'est vraiment les enfants qui mènent le bal. On est dehors avec eux et puis ils se mettent à prendre l'initiative. Alors, il y a des rituels, hein, il y a forcément, on a un terrain de foot, donc il y a des footeux. Ce qui est intéressant, c'est que les choses, au fil des années, ont vraiment évolué. Quand on est arrivé, c'était des ados qui jouaient au foot. Et puis maintenant, c'est des enfants de tous les âges, c'est des petites filles et des petits garçons. Et ça fonctionne assez bien. Alors, c'est vraiment le multi-âge. Alors, les enfants de 1 an ne jouent pas, bien sûr, au foot, mais il y a des enfants qui arrivent à jouer à partir de 6 ans jusqu'à 17 ans. Et ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment des expériences très enrichissantes sur comment on arrive à continuer à se sentir on se fait plaisir tout en se frustrant et en essayant de pas envoyer des boulets de canon quand on a 17 ans. Et tout ce plaisir d'arriver à prendre soin les uns des autres, ça fonctionne très bien. Alors c'est pas du tout bisounours. Notre rôle, c'est surtout de permettre qu'un espace de bien-être et de sécurité se construise quand on est présent. Moi, ce que je ressens, c'est des enfants qui sont très lucides sur leur place dans la société. Ils évoquent d'une manière assez claire la situation de la pauvreté de la famille. On entend souvent, j'ai pas pu aller chez le dentiste parce qu'on n'avait plus de CMU, ou alors je pourrais plus retourner au centre de loisirs parce que c'est beaucoup trop cher. Voilà, toute une façon de manifester que ils s'ennuient beaucoup. Très souvent, ça revient beaucoup, l'envie qu'on puisse être là, présent, le plus possible, le plus longtemps possible, parce qu'effectivement, quand on n'est pas là, ils repartent à des journées qui peuvent devenir un peu galères. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur 10 ans, on se rend compte que, comme je disais, il y a des pères qui deviennent plus présents sur le terrain, des mères nous rejoignent assez régulièrement, et ce qui fait que peu à peu, il y a un espace qui devient peut-être un petit peu plus sécurisé pour les uns et les autres. Vraiment, notre objectif, c'est de faire sortir les enfants de la maison. Donc, parce qu'on se rend compte que beaucoup de parents, pour assurer la sécurité, préfèrent qu'ils soient à la maison pour éviter les problèmes avec les voisins. Donc, on frappe beaucoup aux portes. On frappe aux portes et on fait des propositions et on encourage les mômes à nous rejoindre et sur le terrain et sur des activités qui peuvent être un petit peu en dehors du terrain, des sorties sympas. C'est vrai que c'est très compliqué pour nous les sorties parce que on sent qu'il y a tellement, mais c'est bien, il y a une immense envie de pouvoir vivre des choses nouvelles. Et ça nous est arrivé de partir simplement dans un joli parc avec des aménagements intéressants pour les enfants et de se retrouver à 50 pour se déplacer avec des poussettes. Voilà. Donc, mais en même temps, c'est intéressant de se dire, voilà, on propose des choses et ça soulève l'enthousiasme. Après, il faut arriver à gérer un peu tout ce flux. Mais c'est vrai que la volonté, c'est vraiment, comme tu disais, Charles, de laisser les enfants investir et avoir l'espace pour prendre des initiatives. On a pu c'est vrai qu'on a pu installer un petit peu mieux le terrain. On a eu, au bout d'1 an et demi, la possibilité de gagner une barrière de sécurité. On l'avait fabriquée dans un premier temps, et puis c'était vraiment du bricolage. Donc voilà, finalement, la mairie a pu investir là-dedans. Et puis, on a pu aussi réaménager un peu le terrain de foot. Donc, avec des lettres pétitions, avec un mode de fonctionnement où on sait que les élus, ils peuvent aussi entendre la parole des habitants. Donc, il y a des expériences qui peuvent être intéressantes aussi avec les enfants à ce niveau-là. Merci, Josiane. Je ne sais pas si, Erwan, tu voulais rajouter quelque chose.
Je peux peut-être juste faire un petit point, oui, sur l'aspect. En fait, Josiane disait, ils ont une grande conscience, les enfants, là, mais je pense qu'ils, nous, on n'a pas des enfants dans une précarité. Enfin, la plupart des enfants que l'on a, ils sont pas dans une très grande précarité. Ils sont pas dans une de milieu hyper richissime non plus, mais on est sur de la classe moyenne, basse. Mais ça les empêche pas, en fait, c'est ça là-dessus que je voulais rebondir, c'est que pour nous, la pédagogie sociale, à la limite, je peux la mettre en place sur n'importe quel milieu social. Et ça transformera ce milieu. La manière d'approcher, on voit des gens qui se considéraient un peu hautains et qu'on voit des familles qui viennent là un peu pensant tout faire et savoir comment, et qui, confrontés à d'autres familles, à d'autres enfants, et la manière dont on amène les assemblées, leur laisse de la place, en fait, ça bouscule tous les milieux sociaux. Alors, pour nous, il y a une priorité à aller du côté des plus démunis, c'est clair, mais en même temps, la pédagogie sociale en elle-même, comme ça, on peut c'est pas quelque chose qui est nécessairement implanté dans un milieu social en crise pour autant, puisqu'elle va transformer ce milieu, puisqu'on va être attentif au comportement et aux envies des uns et des autres, et en mêlant toute cette hétérogénéité, eh ben, on voit ces personnes se transformer aussi, et changer leur point de vue et modifier pour agir sur un même collectif avec les mêmes réjouissances que disait Josiane. On voit des idées, des choses qui se sont creusées. Nous, on organisait des vides-greniers là, et les gens se mettaient à se débrouiller aussi entre eux, alors qu'ils étaient plutôt un peu passifs aussi. Ou alors ils auraient dit, oh, ben, je vais aller acheter les choses parce que moi j'ai le fric et je peux aller le faire. Et ça répondait pas comme ça répondait d'une autre manière en disant non, comment on organise, comment on se structure entre nous aussi. Alors, ce ne sont pas des gens plus à même de le faire. Ils ont beau avoir un boulot et autres, ils n'ont pas cette habitude-là pour autant. Donc, ça nous intéresse bien, cette transformation sociale aussi, quand on la prend avec un milieu hétérogène. Et les enfants, ils sont des moteurs là-dessus. C'est eux qui amènent ça. Ils ont la même conscience que la conscience des enfants que disait Josiane là, de leur situation. Ils sont aussi nombreux, nous, à avoir la conscience du niveau de vie dans lequel ils sont, des difficultés que peuvent avoir les copains, les copines et autres. Et ça les amène aussi à se poser un tas d'autres questions sur la manière de gérer les choses et de ce qu'ils proposent. Parce que faire des propositions qui engageraient je sais pas, un apport financier important, bah, par exemple, il y a un tas d'enfants qui ont modifié ça et qui font plus de propositions de cet ordre-là, puisqu'ils savent de toute façon que c'est pas tenable. L'autre enfant à côté va leur dire, mais moi, je peux pas y aller. Donc, comment on fait autrement? Donc, ça amène une pensée collective qui oblige tout le monde à modifier son approche aussi en tenant compte des plus démunis. Puisqu'on est dans un milieu hétérogène, le nôtre, c'est des familles qui ont décidé de venir là aussi et qui payent un petit peu pour ce qu'il y a, les plus basses, mais il y a ce brassage-là qui se fait. Et pour moi, c'est aussi ça la pédagogie sociale. Même si je préférerais qu'on ait, à la limite, que les familles dans la situation de Josiane, mais il manquerait peut-être quelque chose dans le brassage et l'hétérogénéité. Quand on le voit, on fait de l'accueil sur le temps des vacances. On a un autre public qui vient sur le temps des vacances et qui rencontre le public qui reste, une partie du public qui reste à bric-à-brac. Tout notre public de bric-à-brac de l'école ne reste pas sur le temps des vacances. On accueille des familles là en situation de précarité importante aussi, et on voit ce brassage qui vient se faire avec les quelques familles qui sont restées de bric-à-brac. Et là, c'est super intéressant aussi, tout ce que ça transforme, tout ce que ça modifie, et ce que ça redonne comme goût de vie à tous, en fait. Parce qu'on voit des gamins qui sont mal, même venus de milieux favorisés pour autant. Donc, il y a toute une transformation liée à qu'est-ce que chaque individu doit pouvoir faire de son parcours collectivement. Bon, je ne fais pas plus long. Stop.
Merci Erwan pour les précisions que tu as apportées sur le public, du coup, plutôt visé par la pédagogie sociale, qui, du coup, ne serait pas que forcément les classes les plus populaires, mais qui peut être un peu plus large et qui apporte ce brassage. Pour conclure sur la question des espaces dont on parlait aussi, on se rend compte que finalement, les espaces que vous touchez sont différents pour Bric-à-Brac et pour Terre d'Entente, parce que chez Bric-à-Brac, c'est bien un espace bien défini, alors que chez Terrain d'Entente, ça, c'est dans l'espace public. Mais pourtant, j'ai l'impression que l'idée qui ressort, c'est essayer de s'approprier ou se réapproprier un petit peu ces espaces, parce que chez Bric-à-Brac, vous nous disiez, les enfants sont bien associés aux décisions et ça permet à chacun d'avoir le droit d'investir l'espace de la manière dont il le désire. Que vous avez essayé de penser aussi les aménagements pour que tout soit organisé de manière adaptée. Et d'un autre côté, Josiane, tu nous disais que les publics visés, bah, finalement, ils peuvent être divers parce qu'il y a des enfants de différents âges et que c'est ça qui permet que ces espaces soient des espaces d'échange et de rencontre en dehors un peu de la maison. Et donc, on voit vraiment que bah, pour moi, tout ça, ça permet de se réapproprier, de réinvestir ces espaces. Et justement, la partie dont on voulait parler après, c'était le fait de réinvestir les quartiers populaires. Et pour notre prochaine question, on voulait d'abord vous parler de Fatima Wassak qui était venue faire une interview à la base à Paris. Donc Fatima Wassak, c'est la fondatrice d'un syndicat qui s'appelle Front de Mer. Et qui apporte beaucoup de réflexions sur l'écologie populaire et sur la place des maires qui viennent des quartiers populaires, leur place politique en fait. Et elle exprime que l'écologie, le féminisme, la lutte antiraciste sont des combats militants qui pour elle sont hors sol. Elle utilise l'expression de hors sol, c'est-à-dire que pour elle, toutes ces problématiques sont souvent traitées dans les milieux militants spécifiques ou chez les habitants plutôt des centres-villes ou des catégories sociales moyennes, supérieures, mais rarement en fait dans les quartiers populaires, en bas des immeubles. C'est pour ça qu'elle les appelle hors sol. Or, on voit que vos structures, que ce soit Terrain d'Entente qui se trouve à Tarentaise, qui est un des quartiers populaires de Saint-Étienne, ou Bric-à-Brac qui se situe dans les quartiers nord de Marseille, ils sont plutôt concernés justement par ces quartiers populaires. Alors, la question à laquelle je viens, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée de Fatima Wassak que certains combats militants comme l'écologie sont aujourd'hui hors sol, c'est-à-dire plutôt traités par certaines catégories de la population. Est-ce que votre implantation d'un quartier populaire justement est choisie? Si oui, pourquoi? Et pourquoi c'est important pour vous d'investir ces lieux? Voilà, je vous laisse répondre. Je veux bien me lancer. C'est vrai que Fatima Wassak, j'adhère vraiment à sa posture et à ses affirmations. Je dirais pas que c'est hors sol. Je dirais qu'on est dans une société totalement cloisonnée. Donc c'est redoutable parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive plus à comprendre parce qu'on les méconnaît. Et quand on méconnaît les choses, on a des représentations. Et quand on a des représentations, on a des méfiances. Enfin, il y a tout un cercle vicieux terrible aujourd'hui dans cette société qui fait qu'on se met à avoir peur les uns des autres, on se met à avoir peur de ce qu'on ne connaît pas et de ce qu'on ne comprend pas. Donc, ce que je trouve riche dans ces démarches d'aller à la rencontre des gens, c'est vraiment faire cet effort de comprendre ce qui se passe, de comprendre les préoccupations, les manières de vivre. J'aimais bien la définition de Franck Lepage, l'éducation populaire, c'est pas l'éducation, on va pas éduquer les populations, c'est l'idée de faire à la manière populaire. Et je trouve ça très riche et très vivant, cette façon on se rencontre sur un coin de trottoir et on se dit, t'as vu à l'école, il s'est passé ci et ça, et si on arrivait à en parler ensemble. Et ce que je pense aujourd'hui, Fatima Wassak l'évoque beaucoup, le fait que il y a un tel délitement des liens que quand on est arrivé sur le terrain, beaucoup nous disaient, de toute façon aujourd'hui, il faut faire confiance à personne et se méfier de tout le monde. Et alors, c'est pas du tout le cas de ce que je connais à Tarentaise. C'est très vivant et en même temps, on a un peu ça dans la tête, tous les uns les autres.
et de réaliser que moi, je suis souvent à table avec des femmes voilées, avec des femmes qui ont des orientations religieuses très différentes des miennes, et en même temps, on est vraiment à la même table, on discute des questions de l'école, des questions des enfants, des questions des vacances, des questions de projets, donc on discute entre femmes de notre préoccupation autour de la vie de famille et des enfants, et ça peut, voilà, il y a une grande différence et donc une grande richesse entre nous. Et ce que je trouve nécessaire aujourd'hui, c'est de sortir de ces cloisonnements. Et en fait, je sens un réel enfermement. Et tout le monde en est très malheureux. Et alors, je vais peut-être en parler maintenant parce que c'est pas forcément grave si on n'est pas forcément dans les questions les unes après les autres. Mais je vais quand même pouvoir dire ça. C'est vrai que on arrive à tenir des choses sur des préoccupations communes. Pendant 3 ans, on avait pu mettre en route une grande journée de tournoi de foot pour soutenir la Palestine. Et on a pu vivre ça avec le collectif BDS. Et toutes ces choses qui, à un moment donné, font que là, effectivement, c'est un front commun. On se sent tous impliqués et concernés. Et si on le fait à plusieurs collectifs, ça vide de la gueule, quoi. Ça prend une tournure où on sent qu'on a une dimension un peu plus puissante. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui est très très difficile à vivre, c'est que on bricole chacun de notre côté des choses riches, hein, avec qui sont évolutives, qui font que des choses peuvent devenir transformatrices, mais à une échelle tellement micro-locale qu'effectivement, ça peut vite produire un épuisement. Et quand à un moment donné, les choses peuvent se croiser, moi, je me rends compte que ma place, c'est être plutôt à l'interface et de favoriser le lien entre différents éléments de la société et des acteurs de la société pour qu'à un moment donné, on puisse juste se mettre à la même table et discuter. Là, tout à l'heure, là, je parlerai de l'évolution, du tout le processus qu'on a eu autour de l'alimentation, avec la volonté de créer un accès à une alimentation de qualité pour tous. Mais il y a eu vraiment tout un processus. Il y a quelques années de ça, ça faisait pas partie de nos préoccupations. Donc, et ce qui fait que que Terrain d'entente existe, ça a permis à d'autres acteurs de Saint-Étienne de pouvoir nous rencontrer et de peu à peu réaliser qu'on avait vraiment des préoccupations communes et que si on les tenait ensemble, ça pourrait devenir quelque chose qui se construirait mieux, quoi. Voilà. J'espère que c'est suffisamment clair. Oui, c'est clair. Merci, Josiane, pour ce que tu nous apportes sur cette question. Du coup, Charles ou Erwan, bric-à-brac, qu'est-ce que vous pourrez répondre aussi? Est-ce que vous considérez que ces combats dont on parlait, donc, dont l'écologie, mais aussi le féminisme, mais aussi peut-être l'alimentation, des choses comme ça, est-ce que ce sont pour vous des combats hors sol? Et pourquoi vous avez choisi, vous, votre implantation dans un quartier populaire? Alors, nous, on n'a pas choisi complètement d'être dans les quartiers nord. On avait choisi d'être dans un autre quartier très, très défavorisé aussi, qui est un des plus pauvres de Marseille aussi, c'est dans le 3e arrondissement. Et on n'a pas trouvé de locaux, en fait. Moi, je travaillais déjà en tant qu'enseignant dans le service public d'État à ce moment-là. Et on n'a pas trouvé, au moment où j'ai quitté, on n'a pas trouvé de locaux. Et on a eu l'occasion de faire le lien avec une paroisse protestante qui a bien voulu nous louer des locaux, qui se trouve dans les quartiers nord. Et on est pile à la jonction, les quartiers nord, on dit, c'est une représentation à Marseille, on dit, oulala, c'est chaud là. Mais en fait, on est à la jonction aussi avec des quartiers résidentiels et puis des cités avec des barres d'immeubles, avec des endroits assez terribles aussi de vie et de reprise en main des lieux qui dépossèdent aussi les populations de leur lieu de vie. Il y a des endroits où on a un camarade qu'on héberge qui dort dans notre école, Momo Bio, qui habitait là dans sa famille, il est d'origine comorienne, Momo, et lui-même ne pouvait plus rentrer à certains endroits, tenus par les dealers et autres personnes. Donc il y a quand même une difficulté de cet ordre-là aussi. Et donc, nous, à cette jonction, dans ce parc qui est en fait ouvert, parce que la paroisse, elle, laisse le parc ouvert,
parce qu'il y a les jardins qui sont là, mais parce qu'il y a une autre activité avec d'autres associations qui font de l'action sur le quartier. Il y a les Restos du Cœur qui viennent là. Et donc, en fait, on est dans un brassage aussi de population. Et le fait qu'on soit dans ce brassage-là, ça nous oblige forcément à se mettre en lien, à faire du commun et à trouver les plus grands communs dénominateurs, ou parfois ce ne sont que les plus petits communs dénominateurs, mais on tend tout le temps à une discussion qui amène ces changements et cette résolution à faire ensemble. Et pourtant, on a des divergences qui peuvent être fortes comme, politiquement, mais ça fait du lien. Le fait qu'on pose comme possible d'agir et d'agir un peu différemment que sur un principe militant direct qui dirait non, ça c'est par principe, on ne le fait pas. Et ben, on se met à bouger nous-mêmes aussi, on se transforme aussi. Il y a des choses qu'on n'aurait pas imaginé faire qu'on fait finalement ensemble. Et puis, on voit que ça bouge aussi avec des choses qui sont dites, ah ben non, ça on fera pas, et puis finalement, ça peut se faire. Mais ça peut être des choses tout à fait anodines, juste pouvoir garer une voiture 50 mètres plus loin parce que ça libère de l'espace pour les enfants. On va dire, mais c'est rien ça. Ben oui, mais pour des personnes, c'est pas si évident que ça, parce qu'on les embête, parce que ça gêne leurs habitudes, et donc c'est déjà des choses de transformation sociale importantes que de les voir accepter, de déplacer, et qu'on aille les remercier, que les enfants puissent les remercier aussi. Et c'est un tas de petits bouts de cadeaux, on va dire, d'offres en va-et-vient entre notre monde avec les enfants, avec les familles. Ça fait, nous, on prend 25 enfants. 25 enfants, c'est 50 adultes. Donc, ça fait beaucoup d'hétérogénéité aussi à gérer avec des gens très, très différents. Donc, quand on fait nos rencontres tous les mois, ou à peu près, c'était tous les mois jusqu'à il y a peu, mais là maintenant, c'est une fois entre tous les 2 mois à peu près, on fait un rassemblement qu'on appelle l'Agora. Et là, ben, on a les familles qui sont là. Et il y a toute cette réorganisation qui se fait autour de comment on va entretenir, quels sont les travaux qu'on a à faire, qui veut faire quoi, comment ça se fait. Et là, ça s'ouvre et ça partage des personnes qu'on n'aurait pas imaginé travailler avec d'autres parce qu'on avait nos a priori aussi, ou certaines personnes qui nous disent après, oh, j'aurais pas pensé qu'elle pensait comme ça, cette personne-là, et on a tout un tas de surprises qui font évoluer l'ensemble de ce groupe aussi. Et ça, c'est parce qu'on le réorganise sur les modalités de la pédagogie sociale aussi, à la fois par ces assemblées, mais aussi en disant, c'est ouvert à la pensée, dans le respect des pensées des uns et des autres, et dans l'entraide qu'il peut y avoir, avec un objectif, c'est de maintenir l'ensemble du lieu où l'on est, c'est-à-dire notre petit lieu, à l'intérieur d'un autre milieu. C'est-à-dire qu'on participe aussi à aller nettoyer l'ensemble du parc, même si on n'en a pas l'usage complet, mais parce que c'est une manière de rendre aussi aux gens qui nous accueillent, qui nous offrent cet accueil et la porte, de dire on est bien aussi et on vous en remercie là-dessus. Donc, il y a un peu ce va-et-vient, ce retour, et ça fonctionne, mais je pense que de ce que j'en ai vu aussi sur le lieu en extérieur, en pédagogie sociale, le fait de revenir régulièrement sur le même lieu, eh ben, on se l'approprie aussi. Ça devient un peu notre lieu, même s'il est dans l'espace public. Nous, on est dans un semi-espace public. C'est un lieu qui est ouvert en permanence. Il n'est pas fermé en permanence. OK, il y a une enceinte autour, mais en fait, ça va et vient. Quand les gens viennent chercher leur repas pour les restos du cœur, très souvent, on a des enfants qui descendent parce qu'ils voient d'autres enfants. Je dis descendre parce qu'il y a de la pente, en fait, voilà, dans l'image qu'il y a, mais ils viennent nous rejoindre alors qu'ils connaissent pas l'école, ils savent pas ce que c'est, mais juste le fait qu'on soit là dehors avec les enfants et qu'il y ait de l'accueil. Et il y a un travail qui s'est fait au fil des années avec les enfants aussi de bric-à-brac en disant mais pourquoi vous réagissez en n'accueillant pas? Pourquoi vous réagissez en disant ah non, prends pas mon ballon ou des choses comme ça? Et petit à petit, pour certains enfants, ça a été un énorme changement aussi de pouvoir dire ah ben oui, il est là, faisons ensemble. Et ça nous bouge énormément. Mais c'est tout ce milieu qui est transformé. Et je ne suis pas sûr que ce soit uniquement lié à la précarité qu'il y avait au fait que les gens soient dans la précarité. On voit des gens de tous les bords là qui sont alors des gens très très précaires qui sont les plus virulents au niveau de l'écologie, quoi, qui peuvent agir de manière très très ferme et qui demandent à tout le monde d'être beaucoup plus attentif à la nourriture,
d'un point de vue de l'écologie, on va dire de la nature. Je ne parle pas d'une écologie humaine, mais sur le fait de faire attention à ce qu'on mange, de ce qu'on fait des déchets, ça. C'est pas des gens de la classe moyenne qui, pour nous, sont les plus virulents. C'est des gens dans une précarité beaucoup plus grande, qui nous en apprennent aussi sur comment faire de la récup et de la bonne récup et comment on peut retransformer tout ça et en faire des bons petits plats aussi. Il y a toute une… Et ça nous fait tous bouger, en fait, dans cette transformation. Par contre, ils peuvent être aussi amenés à bouger sur l'écologie humaine, de comment on peut être les uns avec les autres, avec tous les a priori qu'on pouvait avoir et les transformer. Je m'arrête là. Merci pour ta réponse. Et du coup, j'en viens à une autre question, c'est est-ce que pour chacune de vos structures, vous avez le sentiment d'être soutenu par les mairies de vos villes pour investir ces lieux? Est-ce que votre relation avec les politiques locales des villes, elle est bonne? Par exemple, Erwan, tu nous disais juste avant que vous aviez eu des difficultés à trouver un local. Est-ce que c'est lié à ça? Est-ce que vous vous sentez soutenu? On vous pose cette question toujours dans cette idée que peut-être les préoccupations d'écologie, etc., sont plus menées par des personnes des classes moyennes et pas forcément dans les politiques locales, pas forcément accrochées au quartier populaire. Et donc, est-ce que c'est plus difficile de se mobiliser dans ce cadre-là ou pas? Est-ce que vous vous sentez soutenu? Alors, je veux bien démarrer. Non, on n'est pas soutenu par les politiques locales. C'est vrai que la difficulté, là, j'ai mis longtemps à comprendre un petit peu comment ça se passait, parce que la politique de la ville, il y a des sommes d'argent importantes qui sont destinées à ces quartiers-là. Et la grande difficulté, c'est qu'en fait, les projets sont pensés en dehors des préoccupations réelles des habitants. Donc, on est dans des situations où on assiste beaucoup là sur le quartier à toutes ces questions autour de la gentrification. Voilà, ils ont voulu aérer, il y a des bâtiments qui ont sauté, et en même temps, il y a des bâtiments qui ont sauté alors qu'il y a vraiment un problème de surpopulation dans des appartements trop petits. Ça aurait été ça, la préoccupation de pas mal de familles, c'est de pouvoir avoir un logement décent. Et en fait, pour certains, ils sont condamnés à partir encore plus à la périphérie. L'intérêt de ce quartier de Tarentaise, c'est qu'il est vraiment à 5 minutes à pied du centre. Donc, c'est plutôt, là, sur l'écologie, c'est des familles qui n'ont pas de voiture, donc elles se déplacent énormément à pied ou avec les transports en commun, donc ils polluent pas beaucoup, ces gens-là. Mais effectivement, plus ils sont à la périphérie du centre-ville, plus ça devient compliqué pour les démarches et pour tout ce qui est d'assurer le quotidien. Donc, la difficulté vraiment pour nous, c'est ça, c'est le fait que ce qui est pensé, ce qui est investi financièrement, ça correspond pas à aux nécessités que manifestent les gens, mais ils les manifestent nulle part puisqu'il n'y a pas d'espace pour ces habitants de quartier pour pouvoir dire à leurs élus voilà où on en est et voilà de quoi on aurait besoin. On a eu 2-3 petits écueils et en même temps c'était très intéressant. J'ai fait allusion là, à la barrière de sécurité. Quand on est arrivé, on s'adressait plutôt à des grands ados. Et puis l'intérêt, c'est que petit à petit, les gens nous ont rejoints et des familles avec des enfants en bas âge se sont mis à venir jouer sur le terrain, ce qui était une très très bonne nouvelle. Mais comme ils étaient en très bas âge, on avait un problème avec le boulevard périphérique qui est complètement attenant au terrain. Et les petits bouts de 2 ans partaient vite sur le boulevard. Donc, on avait très, très peur et il a fallu 1 an et demi pour obtenir une barrière de sécurité digne de ce nom. Et ce que j'avais trouvé intéressant, c'est qu'on s'était dit, ça, c'est vraiment une question qu'on a posée à notre élu référent du quartier. Et on l'a rencontré à plusieurs reprises. Et ce que j'avais trouvé très intéressant, c'est que dans ces rencontres-là, il y a pas de tournure de phrase particulière. Il y a un langage très direct sur nous on est inquiets, nos enfants sont sur le terrain et on voudrait pas qu'ils se fassent écraser par les voitures qui roulent comme des dingues sur le boulevard périphérique. Et ce que j'avais trouvé
très ajusté de la part des habitants, c'est de se dire, voilà, il y a 6 mois, vous nous avez donné une réponse, on attend toujours cette barrière, on est vraiment très inquiet, il y a une question de danger, on entend que vous nous répondez que ça coûte des sous, et nous, ça nous pose vraiment un problème que ce soit ça l'argument. Et ce que j'avais trouvé là où on n'a pas pu être soutenu, c'est qu'à un moment donné, on met en route tout un questionnement qui part de l'expertise des gens qui vivent sur le territoire et qui est pris en compte et entendu nulle part. Et ce qui fait que je me rends compte que le dialogue, il est extrêmement difficile à établir parce qu'il y a une politique prévue au niveau des élus et il y a une réalité de territoire et l'une et l'autre sont juxtaposées et peuvent se croiser nulle part et permettent pas une évolution de la situation concrète des habitants. Donc c'est vrai que notre boulot, c'est justement de permettre que le quotidien devienne meilleur et qu'on puisse régler des problèmes concrets. Et avec les élus, la réponse vient pas du côté des élus, quoi. La réponse, elle vient plutôt des bricolages qu'on peut faire nous au niveau collectif et au niveau des croisements des collectifs, quoi. Voilà. Merci Josiane. Est-ce que Erwan ou Charles, vous voulez ajouter quelque chose à propos de cette question sur est-ce que vous vous sentez soutenu par les mairies de vos villes, par les politiques locales en général? Ben, c'est un peu particulier parce qu'en fait, nous, on démarre en tant qu'école. Enfin, on est repéré comme école, même si c'est pas ce qu'on veut faire uniquement, puisqu'on veut être sur un espace fusionné comme ça. En tout cas, c'est là-dessus que ça démarre. Et au bout de 5 ans, repéré comme école, on n'intéresse pas grand monde. Donc, on n'a pas la mairie nous soutient pas particulièrement et au niveau de l'État, bon, à part des aides classiques pour des associations, mais c'est pas un repérage. Et puis, depuis le mois d'août dernier, on s'est lancé sur l'accueil sur les vacances. Et là, on commence à voir les oreilles se dresser. C'est-à-dire que la politique de la ville revient vers nous. On a des contacts davantage. Alors, il faut qu'on crée un accueil de loisirs, une déclaration d'accueil de loisirs pour avoir un accueil collectif de mineurs, etc. Donc, on est en train d'ouvrir un deuxième champ de déclaration. C'est une déclaration d'école. Et maintenant, on veut ouvrir le champ de la déclaration au niveau de jeunesse et sport, de l'accueil de loisirs. Et on voit autre chose qui se déclenche, c'est-à-dire que les pouvoirs publics disent « Ah, mais là, ça nous intéresse un peu plus. L'école, peu importe, on a déjà des choses. Qu'est-ce que vous y faites ?» On s'en fout, en fait. C'est pas notre problème, c'est d'accueillir des gamins. Et là, le fait qu'on fasse de l'accueil, qu'on dise sur le temps du loisir, pendant les vacances, où ils sont en déficit de structures publiques, ou de structures d'accueil. Il n'y a même plus d'accueil de loisirs dans le quartier Calisté, qui est juste à côté de chez nous. Il y a 2000, je ne sais plus, 2000, 3000 personnes qui habitent là. Il y a zéro structure. Et donc là, on leur dit, nous, on veut bien faire des choses. Et là, ça les intéresse. Mais ça veut dire que c'est franchement mal. Enfin, ça veut dire qu'ils n'ont pas développé ce qu'ils avaient à développer sur le quartier. Donc, c'est très circonstanciel. Ils sont contents qu'une structure essaye de mener des choses, mais peu importe ce qu'on va y faire, c'est pas ce qu'on va y faire qu'il est. À la limite, peut-être que si on développe un peu trop de choses qui posent des questions aux gens, peut-être que ça va moins les intéresser. Mais l'intérêt là, c'est juste de dire « Ah, vous pouvez prendre des enfants, combien vous pouvez en prendre ?» Parce qu'il faut que vous preniez des enfants. Il ne faut pas qu'ils restent dans la rue, il ne faut pas qu'ils restent en bas. Et c'est vrai que si on était un peu dans une autre, enfin le projet, c'est un problème d'énergie aussi parce que faire à la fois l'école plus l'accueil extérieur dehors, mais l'objectif là, ce serait de sortir et d'aller au contraire, d'aller accueillir aussi dans la rue et de faire des va-et-vient entre le bas de l'immeuble et le parc qui est à côté, qui est aussi intéressant où les enfants se ressourcent. Donc l'accueil des pouvoirs publics, il est quand même très, très, très limité. Et les choses que l'on voit, parce qu'ils viennent ils essayent d'accompagner d'autres associations avec qui on est en contact là sur le côté,
En fait, c'est en fonction de ce que lance une idée qui vient de beaucoup plus haut au niveau gouvernemental. Ils disent, ah oui, il faut aller faire quelque chose parce qu'il y a le feu sur le quartier, parce qu'il y a eu encore un assassinat sur le quartier, parce qu'il y a eu encore un jeune qui est mort sur le quartier. Et on dit, ah oui, il faut développer quelque chose. Alors, vous allez faire un jardin, là, on vous donne du fric, mais il faut pour faire le jardin. OK. Et après, une fois que le jardin il est fait, il se passe quoi? Ah bah c'est terminé, voilà. Et donc, en fait, il n'y a pas de politique à long terme, il n'y a pas de volonté de développer quelque chose sur du long terme. On éteint des feux, on achète la paix sociale, et puis on essaye que ce soit à peu près calme. Et dès qu'il y a quelques assos qui ont un peu de bonne volonté, bon, on peut aller faire un peu de clientélisme. Il y a aussi cet aspect-là assez développé. Je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais sur Marseille, ça fonctionne aussi assez bien. Mais ça veut dire qu'il y a aussi des associations qui tordent aussi leurs projets aussi en fonction de ah bah là, il y a de l'argent à prendre, donc on va aller faire. Qu'est-ce qu'il y a comme projet à long terme? Qu'est-ce que ça développe comme action avec le public et pour le public? Et qu'est-ce que le public va en faire là-dedans? Qu'est-ce que les gens vont en faire? Bon, c'est pas complètement pris en charge, je pense. Donc, pour l'instant, nous, on n'a pas, il n'y a pas de contact vraiment et d'intérêt parce que je pense de toute façon que c'est repérage école. Donc, ça viendra peut-être à travers l'autre aspect vacances, loisirs, mais je pense que c'est pas complètement, enfin, ça reste relativement limité, à mon avis. On va voir avec il y a des changements. On vient de changer de municipalité, on va voir si ça bouge aussi. Peut-être que Charles veut rajouter et compléter. C'était pas particulièrement sur cet aspect-là, c'était plus sur l'aspect d'avant, sur la question du hors-sol. Je suis pas sûr que les luttes féministes ou écologistes, elles souffrent d'hors-sol, c'est plus qu'elles souffrent de l'homogénéité des groupes auxquels elles s'adressent. Et ça, c'est lié, comme le disait Josiane, aux séparations assez fortes qui existent au sein de la société, et notamment spatiales, quoi. Il y a des quartiers avec des gens qui vivent globalement dans les mêmes situations, qui vivent tous les uns à côté des autres, et puis à l'inverse, il y a d'autres quartiers où c'est une autre situation, mais chacun a à peu près la même. Et c'est un peu ça que peut-être on arrive à faire en pédagogie sociale, en tout cas de ce que dit Josiane et de ce que nous on essaye de faire, c'est de créer des lieux qui soient des lieux où il y a une part d'hétérogène qui peut se construire, quoi. Et c'est vrai que les enfants ont une puissance à ce niveau-là qui est très forte, quoi, parce qu'ils ont une capacité de se mettre en commun ensemble, alors qu'ils sont assez différents de manière peut-être beaucoup plus simple et rapide que les adultes. Et ouais, je pense que c'est ça, quoi. C'est que ces luttes-là, elles manquent encore peut-être d'appui sur des lieux de vie et d'expérience qui touchent une hétérogénéité de public et donc qui permettent de discuter autour de ces questions-là de manière plus large, quoi, pas simplement sur un petit groupe. Parce que des mobilisations sur des ponctuelles ou plus longue haleine dans des quartiers et des zones qui ne soient pas celles qu'on disait au début de la table ronde, des militants de gauche d'un certain âge, d'un certain niveau d'études, il y en a aussi, mais elles souffrent de la même manière de l'homogénéité qu'elles ont à s'adresser à beaucoup plus loin que leur quartier comme ça, quoi. Donc c'est ces lieux de passage et c'est des lieux où il faut que ce soit des lieux de vie, quoi, des lieux d'expérience commune. Pas simplement des lieux de discussion possibles avec des gens différents, c'est des lieux où on vit des choses ensemble en étant différents, je pense. Voilà. Et alors, est-ce que vous essayez de mélanger et d'investir d'autres espaces que les vôtres, enfin en tout cas que les espaces habituels où sont les enfants? Est-ce que vous avez des projets, par exemple, dans vos villes ou dans des espaces plus ruraux? Alors, je veux bien rebondir parce que je me retrouvais bien dans ce que lançait Erwan là, sur les questions des vacances. On a senti très vite ce besoin
d'aller voir ailleurs. Hein, je l'ai déjà dit, hein, les familles parlent en termes d'enfermement, même de prison, de fond du puits. Enfin voilà, il y a tout un vécu un peu étouffant par rapport au quartier et à ce territoire donné. Et on avait pu mettre en route un collectif sur l'accès aux vacances pour tous. Et j'avais trouvé intéressant parce que c'était vraiment des gens très différents. Hein. Il y avait quelques mères de famille qui nous avaient rejoints et puis des amis militants qui étaient intéressés par cette question. Et ce qu'on avait ressenti, c'est le sens des départs en vacances pour tout un chacun, c'est d'aller voir ailleurs ce qui se passe, quoi, comment on vit, comment on s'organise. Et on s'était dit, c'est vrai que ce qu'on aime, nous tous, des vacances, c'est qu'on fait des rencontres improbables et que ça nous sort justement de ces relations très homogènes dans lesquelles on s'enferme, hein, et dans lesquelles on s'épanouit mal. Donc voilà, on a eu l'opportunité d'avoir des amis paysans pas loin de Saint-Étienne, là, en Haute-Loire, qui eux-mêmes sont bénéficiaires du RSA. Donc on avait trouvé ça très très intéressant, ce croisement de façons, de modes de vie très différents. C'est plutôt une vie assez communautaire dans cette petite ferme, et en même temps avec réellement des amis qui vivent très pauvrement, mais qui vivent bien, qui décident de leur quotidien et qui construisent des choses. Et on avait senti vraiment tout un engouement autour de la nature, de la beauté de la nature, du bien-être qu'on éprouve dans la nature, et puis des familles qui pouvaient dire bah ouais, mais moi au bled c'est pareil, quoi, mon père il était paysan. Donc voilà, toute une proximité qui pouvait se mettre en route. Et peu à peu, il y a eu toute une discussion autour de l'environnement et du fait que quand on était dans la nature, on se sentait bien, on n'avait plus besoin d'avoir peur. Les femmes disaient, moi, on est dans ce gîte et on ne pense jamais à fermer la porte à clé. Enfin, voilà. Donc, quelque chose qui permettait un bien-être qui se développait. Et puis, peu à peu, on s'était rendu compte qu'effectivement, au niveau de l'alimentation, toutes ces familles, leur quête, c'est le pas cher. Hein. Donc, elles passent leur journée à faire la ville d'un bout à l'autre à pied, bien sûr, pour essayer de trouver le couscous, le poulet, enfin voilà, qui a quelques centimes d'euros de moins. Et on se rendait compte en même temps que c'était pas forcément très, très heureux toute cette quête du pas cher, mais c'était le fait de pouvoir au moins donner à manger à leurs enfants. Et il y a eu tout un échange autour de ça, et c'est trouvé qu'on avait une opportunité là sur Saint-Étienne, un magasin coopératif. C'est constitué il y a 2-3 ans. Et leur objectif, hein, c'était effectivement d'être coopérateur et du coup copropriétaire du magasin, et aussi de se dire, on est sur Saint-Étienne, dans une ville où effectivement il y a toute une réalité de population quand même assez pauvre, et notre souhait, ça serait de pouvoir engager un peu tout le monde dans ce travail-là. Et il y a eu une rencontre au Café des Femmes avec donc les fondateurs de cette coopération, ce magasin coopératif qui s'appelle La Fourmilière. Et on avait réalisé, effectivement, il y a eu tout un échange très riche autour de la santé, l'environnement, les producteurs, et on se rendait bien compte qu'on avait une question très commune ensemble. Donc, on a senti qu'on est tous pareils, on est prisonniers de nos habitudes. Donc, aller s'engager comme coopérateur dans la Fourmilière, ça restait quand même un cheminement assez compliqué pour plein de gens. Et là, on s'est engagé dans un système, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle VRAC. Donc, c'est vers un réseau d'achats communs. Donc, il existe sur pas mal de régions de France. Il est cofinancé par la Fondation Abbé Pierre, par Métropole Habitat, enfin voilà, par pas mal de choses. Et l'objectif, c'est de proposer des produits de qualité à prix coûtant. Et le problème d'aujourd'hui, c'est que ça intéressait plein de gens. Et puis, le confinement est passé par là et a vraiment été extrêmement néfaste au niveau des budgets des familles. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, le prix coûtant, c'est encore beaucoup trop cher et inaccessible. Et on est à nouveau à rechercher des solutions pour rendre accessibles des produits de qualité pour tous, parce qu'on se rend compte que c'est une envie de plein de familles. Alors après, les familles peuvent pas, donc elles renoncent. Hein, voilà, quand les choses sont pas accessibles, elles continuent à faire comme elles ont toujours fait, avec aussi pour de plus en plus de personnes des colis alimentaires. Mais ce que je trouve intéressant, et je vais m'arrêter là hein, pour vous laisser la parole aussi, c'est que ça met en route tout un tas de réalités qu'on n'aurait pas imaginé pouvoir se croiser aujourd'hui.
Donc il y a des producteurs qui sont intéressés pour voir un peu cette question de comment faire pour arriver à nourrir un peu tout le monde. C'est quand même leur vocation. Il y a pas mal de distributeurs, de biocoop, de différents lieux qui, depuis quelques années, essayent de trouver des solutions pour que ces boutiques-là soient ouvertes à tous, mais ils n'y arrivent pas. Et on se rend compte là aussi, hein, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le fait de sentir que d'être dans sa petite boutique, eh ben, c'est vite limité et vite décourageant. Et d'imaginer l'impact qu'on peut avoir tous ensemble en s'attelant à cette question d'une alimentation de qualité et qui permette à des producteurs de vivre décemment, c'est un énorme enjeu aujourd'hui et qui est enthousiasmant sur un territoire donné. On se rend compte que sur le bassin stéphanois, on peut essayer de mener à bien quelque chose. Alors, c'est vraiment les prémices, hein, c'est le tout début. Mais voilà, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de cet accès aux vacances pour tous qui nous amenait dans une petite ferme de Retournac. Et ben, on peut aujourd'hui s'atteler à une question qui est un enjeu assez déterminant pour notre devenir à tous, quoi. Voilà grosso modo, pour faire un peu bref. Merci Josiane. Est-ce que Erwan ou Charles, vous voulez aussi nous parler éventuellement d'autres projets que vous menez dans d'autres espaces que l'école habituellement? Alors, on n'est pas vraiment parti à la campagne. Enfin, on a fait des sorties comme ça, on est un peu tourné vers ça, mais c'était plus des sorties de type sortie à travers l'école où on partait s'aérer ailleurs, parce que ça nous intéresse. Hein. De la même manière que d'aller dans le milieu marin, on est tout près, on est à Marseille, donc aller sur l'eau, c'est aussi quelque chose qui change le milieu, qui change le regard. Mais ça amène pas, on n'a pas réussi, faute d'énergie aussi de notre part. Il y a une question qui n'a pas été abordée là tout du long, mais c'est aussi quelle est la place des travailleurs dans cette pédagogie sociale, là, comment on travaille, comment on vit, comment on se paye aussi parfois, c'est aussi un problème. Et donc, en termes d'énergie, comme ça, on n'a pas réussi à développer ce que dit Josiane là, pas par manque d'envie. On était en contact avec une éleveuse de poules, par exemple, on a un poulailler, et on a eu plusieurs fois des contacts, mais c'est plutôt elle qui est venue, et nous, on n'a pas réussi à se déplacer, aller jusqu'à son poulailler, ça marchait pas. On a un chevrier qui est pas très loin non plus et on n'a pas encore pris le temps, voilà, même après ces années passées, d'aller au contact, le voir. Par contre, on développe le jardin et le fait qu'on accueille sur le temps des vacances, ça c'est intéressant de voir des enfants qui sortent de leur cité, qui viennent dans le parc où on est et qui disent « Ah, ça fait du bien ». Alors qu'on est dans les quartiers nord aussi, mais ils viennent d'une autre cité où ils sont tout le temps dans leur béton et autres. Et là, venir dans cette petite bulle d'air, ils sont à 20 minutes de bus. Et en fait, ça leur fait aussi des vacances. C'est assez étonnant. Hein. Il y a des enfants aussi qui sont à 20 minutes de la mer et qui vont jamais aussi sur Marseille. On a des choses comme ça. Donc, on a ces aspects-là à développer. Et le plus qu'on a fait pour sortir et d'action, c'est avec une association qui s'appelle En Chantier, qui est dans le centre-ville de Marseille. Pour le coup, là, on restait dans la ville, mais venant des quartiers nord, on venait dans un endroit qui est encore plus urbain. Donc, c'était plutôt, nous, de notre petit bout de campagne dans les quartiers nord, on revient dans un endroit très urbanisé au centre-ville, où on vient faire de la cuisine. C'est une cuisine associative qui s'appelle la Cantine du Midi. Et on a beaucoup, là on l'a pas fait cette année, mais les dernières années, on y est allé beaucoup. On allait cuisiner avec un petit groupe d'enfants qui, est là, était mêlé avec les parents qui prenaient en charge une partie de la cuisine et le personnel aussi de la cuisine, la cantine du midi. Et ils faisaient le service, et, enfin il y avait tout le processus qui se faisait depuis le départ. Et ça, c'était quand même très, très intéressant en termes d'échange et de modification un peu des rapports de partage, de construction, de comment on s'adresse aux gens, comment on rentre en contact. C'est un peu le plus. D'autres projets, oui, on peut en développer plein, mais c'est un peu le temps, l'énergie
à tout construire, à tout mettre en place, quoi. Et l'argent pour se déplacer aussi parfois, qui pose aussi problème, quoi. Il y a la débrouille, mais ça marche pas toujours. Voilà. Bon, eh ben, merci beaucoup. On va arriver à la fin de cette table ronde. Je remercie tous les intervenants pour tout ce que vous nous avez apporté. Ça nous a vraiment permis de revenir un peu sur la définition déjà de la pédagogie sociale, où on s'est rendu compte que c'était une pédagogie vraiment ancrée dans le milieu et dans la rue si besoin, et qui permet aux différents acteurs de se réapproprier les espaces. Et c'est dans ce sens-là où ça rentre dans la définition de l'écologie populaire, où ça permet aussi d'avoir des échanges sur plein de thèmes et plein de domaines, dont ceux dont on parlait à la fin. On voit qu'il y a le thème des travailleurs de la pédagogie sociale, leurs conditions sociales, mais aussi le thème de l'alimentation dont parlait Josiane tout à l'heure, qui peuvent être complètement des sujets d'écologie populaire et qui nous intéressent, quoi. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez apporté. Et d'ailleurs, sur ce thème de l'alimentation, si vous voulez, on a aussi fait une table ronde sur la sécurité sociale de l'alimentation dernièrement, dans le cadre de Faucon s'évade avec Alternativa et Neuron. Et donc, vous pouvez la retrouver sur notre page Facebook si jamais ça vous intéresse. Voilà, donc on va terminer là, on va arrêter le live. Merci beaucoup à vous encore une fois. Merci Rosalie pour l'animation, la préparation. Voilà, et merci à tous ceux qui ont regardé. Au revoir. Merci à vous. Merci, bonsoir. Merci.